Les Ensembles 2.2, c'est une structure de production d'art sonore, un studio de création. On crée des concerts, essentiellement multimédia, des musiques de spectacle, des installations sonores et des parcours sonores. Ces parcours sonores, c'est ce qui va nous occuper un petit peu aujourd'hui. Et on a tout un volet pédagogique et de médiation autour de chaque œuvre qu'on crée. Et donc c'est ce qu'on va également détailler. Depuis quelques années, enfin un certain nombre d'années, on travaille énormément dans l'espace public, pour ne pas dire quasiment exclusivement, pour différentes raisons. C'est parce qu'on y touche évidemment beaucoup plus de monde, mais aussi tout type de personnes, des profils très différents, des gens qui ne seraient pas venus nous voir sinon. Et ça a différents avantages. Les œuvres sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gratuitement pour la personne qui les visite. Et aussi en termes de médiation ou d'accès à la culture, ça évite pour les personnes peu habituées à la chose culturelle de se poser la question du bon comportement, de l'habillement et des vues et coutumes du milieu culturel. Et donc ça nous permet effectivement de toucher monsieur et madame tout le monde, ce qui est très important pour nous. Dans ce cadre, on a développé il y a quelques années, c'est depuis 2015, une application pour smartphone qui s'appelle Go. Go, c'est une application qui permet à l'utilisateur de se balader dans nos parcours sonores. Alors un parcours sonore, c'est quoi? Ben, c'est très simple, c'est une balade et vous êtes accompagné par du son. Tout type de son, ça peut être de la musique, ça peut être de la voix, etc. Vous verrez comment ça fonctionne chez nous. Et grâce à Go, en fait, vous déambulez. Un des principes, la plupart des parcours sonores historiquement, c'est que vous avez, comme une balade touristique, vous avez un point 1, puis vous avez le point 2, et ainsi de suite. Nous, on essaye d'éviter ça. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez un grand périmètre, genre le centre-ville de Strasbourg, et vous faites ce que vous voulez. Et c'est l'informatique qui s'adapte à votre balade, et pas l'inverse. Du coup, l'application très simple, vous avez la liste des parcours qui sont classés par distance entre vous et le dit parcours, et ensuite le petit texte d'explication pour le parcours que vous avez choisi, et vous appuyez sur démarrer, c'est parti, tout simplement. Vous avez une carte que vous pouvez choisir en 2D ou en 3D, prenez la cathédrale, et des zones jaunes. Les zones jaunes, c'est les zones que les auteurs ont voulu visibles, que vous pouvez visiter où il y a les contenus principaux. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls contenus. Par exemple, dans le cas d'une œuvre poétique et musicale, par exemple, peut-être les fragments de poésie sont dans les bulles jaunes. Par contre, partout en ville, vous avez de la musique. Vous êtes en musique et de temps en temps, vous pêchez de la poésie. Voilà. Ça, c'est un peu le principe de Go. Voilà. Historiquement, toute cette aventure a commencé, puisqu'on parle aussi aujourd'hui un peu de comment on travaille sur un territoire, comment on travaille avec les gens. Ça a commencé par une commande en 2015 d'un festival d'art de rue qui s'appelle Coup de chauffe à Cognac et qui voulait quelque chose dans la rue d'un peu différent des arts de rue en complément du festival. Et on a créé Nous autres, c'était une expérience qui vous donnait l'impression de pouvoir entendre à travers les murs. C'était à l'époque des lois sur la sécurité et des premières questions sur les données, qu'est-ce qu'on fait de nos données, etc. Et donc nous, on voulait donner ce super pouvoir pansonique un peu, voilà, vous allez dans la rue et vous pouvez entendre à travers les murs. Pour ce faire, il nous fallait beaucoup de situations de la vie quotidienne et donc on a eu 2500 contributions d'habitants qui nous ont envoyé ce qu'ils voulaient quand ils font le bain des enfants, enfin, peu importe, ce genre de choses. Et après, l'informatique faisait en sorte que ce soit vraisemblable. Donc si vous passez à côté d'un bâtiment d'habitation à 12h30, vous tombez sur une famille qui mange, par exemple, ce genre de choses. Et si vous y allez à 4h du matin, ben, vous n'aurez pas une famille qui mange. Voilà, et donc ça a commencé comme ça. Et tout de suite, il s'est passé quelque chose d'un point de vue aussi littéraire, puisque ben, tout ça était juste sur la vraisemblance, il n'y avait pas de sens particulier, mais notre cerveau étant ainsi fait, avec tous les accidents de l'espace public, chacun se créait sa propre histoire dans un décor réel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, tiens, se balader dans un récit en décor réel, ça pourrait être très chouette.
La technique était un peu limitée en 2015, on dirait que c'était le siècle précédent, mais c'est un peu vrai en informatique, ça va quand même très vite. Donc ça a pris un peu de temps, et différents projets avant d'arriver à ce dont je vais vous parler précisément. Donc on a fait plein d'autres projets, ça fonctionne du coup un peu comme un éditeur, on a des collections. La collection Echo par exemple, qu'on a aussi fait en partenariat avec Acro d'ailleurs, c'est autour de la poésie, c'est redécouvrir un lieu autour de la poésie. Le chant des immeubles, ça c'est quelque chose d'art sonore un peu pointu. C'est basé sur une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Alvin Lucier qui, à la fin des années 60, grâce à une technique d'enregistrement, réussit à faire chanter les immeubles, entre guillemets, enfin ça c'est mon interprétation après, mais vous voyez ici ça résonne, on entend bien les médiums graves, etc. Enfin, il y a certaines fréquences qui s'entendent mieux dans ce lieu qu'ailleurs. Et donc à la fin de cet enregistrement, en fait, vous n'avez plus que ces fréquences-là qui font un chant continu, comme ça, et chaque pièce, chaque lieu a une signature différente. Et donc nous, on enregistrait ça, on le mettait, après quand vous vous approchez d'un immeuble, vous entendez son chant. Si vous êtes entre plusieurs immeubles, il chante en chœur, comme on chante en chœur. Voilà. Et on l'a fait 4 fois, ça a été à Strasbourg, à Poitiers, j'en oublie 2 fois à Strasbourg, 1 fois à Poitiers, je ne sais plus où. On a une version ludique qui s'appelle Chasseur de son, là c'est plutôt pour le jeune public. C'est un jeu, on est guidé par le son, on se balade, sorte de chasse au trésor. Et en même temps, derrière, il y a des créations électroacoustiques, et du coup, ça fait une première approche à cet univers sonore. Pause, c'était des commandes très spécifiques, c'était pour investir des lieux où il fait bon se reposer en ville, et du coup, de proposer une programmation musicale en adéquation avec ce lieu. Et In the Field, je vais vous en parler très en détail, donc je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, et on a plein de nouveaux projets qui arrivent, dont un projet qui nous permettra normalement, si tout se passe bien, d'être présent à peu près partout avec voilà, des visites de lieux augmentées par le son, comme tout le reste, et qui nous permettra ensuite de faire des commandes à des compositeurs contemporains dans chaque endroit pour mettre en valeur cette création contemporaine. Alors, In the Field, on y est. Alors, In the Field, le titre, en fait, c'est tout simplement sur le terrain. Donc, vous avez compris dans ma petite introduction que sur le terrain, c'est quelque chose qui nous interpelle. Et c'est aussi un jeu de mots avec field recording, qui est une technique particulière. Alors, on enregistre le son de la nature ou de la vie courante, et après, on utilise ces enregistrements pour créer la musique. En fait, In the Field, c'est l'aboutissement de tout ça, c'est ces fameux récits dont je parlais, donc des récits sonores en décor réel. Donc, il y a un écrivain, une écrivaine et un compositeur ou une compositrice qui vont créer ce parcours ensemble pour un lieu donné. Et vous allez ensuite vous balader dans ce récit en étant un des personnages, un peu pour ceux de ma génération, le livre dont vous êtes le héros, mais avec des meilleurs auteurs, et en décor réel. Donc, c'est suivant les choix aussi de l'auteur, des fois vos propres choix vont influer sur l'histoire. Vous avez par exemple 2 personnages qui arrivent à une intersection, il y en a un qui part à gauche, il y en a un qui part à droite, suivant, si vous allez à gauche, vous suivez l'un, si vous allez à droite, vous suivez l'autre. Et en tout cas, vous avez le décor réel de l'intrigue, même dans le cas de science-fiction, comme on verra tout à l'heure, en décor presque martien, etc. Actuellement, In the Field, c'est 9 projets en production, il y en a 2 qui sont terminés, 6 qui seront créés bientôt, qui sont en cours de création, et un qui n'a pas encore commencé, mais qui va commencer bientôt. Le deuxième, on vient de l'inaugurer au Festival Musica à Strasbourg, donc si vous êtes curieux et curieuse, c'est au port du Rhin, sur toute l'étendue du port. Là, c'est un peu plus documentaire, on va dire. Voilà, c'est de la fiction documentaire. Et avant d'entrer dans le détail des projets, je vais surtout centrer cette intervention sur le travail de territoire. C'est-à-dire que si on écrit pour un lieu, on ne peut pas se parachuter comme ça, il faut que tout soit vraisemblable, que cette histoire, même si elle se passe dans 3000 ans, ait un ancrage réel sur le territoire. Pour ce faire, on a tout un protocole, on arrive très en amont, c'est entre 1 et 2 ans de travail avant la publication
du parcours. Et la première chose, c'est la collecte. Donc on va rencontrer un maximum de personnes en entretien individuel. Aujourd'hui, pour In the Field, c'est 170 personnes à peu près qui ont été en entretien individuel. Et parmi ces personnes, on va dire, je les appelle les piliers, mais ce n'est pas une classification sociologique, c'est vraiment les gens qui s'investissent encore plus, qui accrochent avec l'idée, et qui vont nous accorder plusieurs entretiens, plus en détail. Ils ont souvent aussi une connaissance particulière du terrain. Et surtout, ils vont accueillir les artistes. Du coup, la visite et la découverte du territoire, quand les artistes arrivent en résidence, est faite par les habitants eux-mêmes, qui guident les artistes dans leur recherche. Il y a plusieurs rencontres, suivant les histoires. Et ensuite, on a un programme un peu de médiation qui va se décliner avec des rencontres, simples rencontres, le temps de midi ou à l'afterwork, et un des artistes du projet vient parler de son travail et de le mettre en perspective avec sa discipline. Par exemple, un poète va vous parler de ses textes à lui, mais aussi des textes qui le touchent dans la poésie contemporaine pour faire une première introduction à la poésie contemporaine. Et dans la deuxième partie de cette rencontre, on fait des petits exercices soi-même pour découvrir ce que ça peut être une démarche d'artiste, comment on articule cette démarche, et qu'est-ce qu'on peut tirer du terrain, par exemple, en prenant des photos sur telle ou telle texture, à tel et tel endroit, qu'est-ce qu'on peut en retirer, etc. Donc des choses assez simples. L'étape d'après, pour les volontaires, toujours parmi ceux-là, alors évidemment, il y en a de moins en moins, les plus volontaires vont plus loin. Il y a les vrais ateliers de création qui se déclinent pour ce projet en 3 ateliers. Un atelier d'écriture où on va faire... par exemple, un guide touristique du futur ou de l'archéologie du futur, on découvre des bouts de terrain et on essaie d'anticiper ce que nos descendants penseront de ces objets qu'on utilise aujourd'hui, ce genre d'exercice. Et de la création sonore à partir d'enregistrements de terrain et du doublage, puisque pour que vous puissiez plus tard écouter, il y a du doublage qui est la plupart du temps fait par des comédiens professionnels, mais de temps en temps, on a besoin de voix plus documentaires d'habitants. Et en même temps, les habitants, ça leur permet de découvrir le travail du comédien et de travailler cette question du doublage. Et à la toute fin, évidemment, on leur fait une avant-première, on leur fait découvrir le parcours avant tout le monde, avec toutes les questions qu'ils peuvent poser, etc. Pour Esch 2022, donc les 6 qui viendront les prochains, 6 c'est pour la capitale européenne de la culture au Luxembourg, et là ils participeront même à des rencontres professionnelles, on fera des tables rondes pour justement croiser ces regards sur ce type de pratique, et donc évidemment si on met l'habitant au cœur du projet, on va aussi lui demander son avis tant qu'à faire. Voilà. C'est très important dans le choix un peu du panel et dans toute cette construction, c'est la mixité. Déjà, il y a une mixité, on va dire, structurelle. On va trouver dans les gens qu'on croise des institutions, des entreprises, des habitants qui viennent au nom de leur entreprise ou en leur nom privé. Et par exemple, pour Esch, on va avoir le LISER, qui est un institut de recherche en géographie, en sociologie, grosse institution, le Minette Park, qui est un parc dont je parlerai plus tard, mais un grand parc touristique. On a ArcelorMittal, le leader mondial de la sidérurgie, et en même temps, on a les hôtels du coin, le bar, le Penalty à Thiel, enfin ce genre de choses. Et c'est extrêmement important. C'est important déjà pour des raisons créatives, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de choix, beaucoup d'expertises différentes, beaucoup d'inspirations différentes. Mais c'est aussi sur la question de la médiation et du projet de territoire, c'est une manière de faire une mixité sociale et de ne pas faire de stigmatisation particulière. La plupart des projets de médiation culturelle vont être à destination d'un public cible précis. Et j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans ces questions-là, et je viens moi-même des quartiers prioritaires de la ville. Et je trouve, bien sûr il faut le faire et c'est très bien, mais je trouve qu'il manque une dimension de partage simple, et c'est toute discrimination positive étant tout de même avant tout une discrimination. Ça fonctionne moins bien que quand on mélange les gens parce qu'ils s'intéressent à un projet.
et parce qu'ils ont envie de voyager avec nous dans cette création, plutôt que parce qu'ils ont des problèmes supposés, etc. Alors, ça va créer aussi tout un tas d'interactions sur le territoire qu'on n'attend pas. Et donc là, par exemple, pour ce projet, on a des banquiers plus de luxembourgeois, des chercheurs, monsieur, madame, tout le monde, un groupe de réfugiés, tout le monde arrivant sur le territoire. Voilà. C'est ouvert à tout le monde et ça crée de nouveau de l'inspiration parce que les auteurs vont être plus sensibles à un ou l'autre aspect, ça on verra tout à l'heure. Ça oblige pas. Ah. Donc voilà, il y a toute cette question d'inspiration et il y a l'efficacité, voilà, l'efficacité de la médiation, parce que vous avez tous eu cette expérience quand vous partagez quelque chose que vous aimez, vous avez adoré telle ou telle musique, et bien on le dit simplement autour d'une bière et ça fonctionne. Et après, si les personnes accrochent, on peut donner plus d'infos, etc. Plutôt que de venir avec une connaissance descendante en leur expliquant que leur culture vaut rien, que la nôtre est meilleure et qu'il faut qu'ils se mettent à jour, en résumé. Donc voilà, ça c'est un peu le protocole et comme je le disais tout à l'heure, vous avez cette accessibilité finale pour tout le monde, pérenne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans avoir de code particulier. Sur ce projet précis, on est en train de mener une étude d'impact pour voir si tout ce que je raconte a un impact réel ou si c'est juste un fantasme, tant qu'à faire. Donc il y a une étude qui sera faite, qui est en cours, pour voir ce qui se passe bien et ce qu'on peut encore améliorer. Alors, je vais vous donner des exemples concrets sur quelques-uns de ces parcours. Et comme ça, je vous raconte aussi un peu ce que c'est, ces parcours. Ouais, super. Donc ça, c'est le territoire de la capitale européenne de la culture, où on en fait 6. Vous avez le nom des artistes. Donc c'est 8 pays différents. Là, vous voyez les 12 artistes principaux, mais il y a aussi des artistes derrière. La médiation est aussi une médiation d'auteurs, donc c'est aussi des artistes qui rencontrent les habitants. Et il y a aussi une illustratrice. En fait. Pour un exemple concret, donc celui qu'on vient de faire à Musica, Port Data, part de l'incendie d'OVH qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et on commence une enquête pour savoir ce que ça a impacté auprès des gens. Et assez rapidement, on se rend compte que ça n'impacte pas beaucoup les gens du coin, et que cet événement qui a un retentissement mondial n'a absolument aucun écho dans le quartier. Par contre, il ramène le souvenir et la mémoire, et ça c'est intéressant puisqu'un data center on y stocke de la mémoire, et cette question de la mémoire, et du coup les habitants ont très vite amené l'auteur vers d'autres incendies qui ont eu lieu dans le quartier, notamment au moment de l'OTAN, voire à la Seconde Guerre mondiale, etc. Et on a tout un documentaire autour de ces incendies qui racontent le quartier d'une manière très différente. Voilà. Et on a à la fois des comédiens qui jouent le texte écrit par Hélène Gaudy, donc, qui est l'auteur de ce projet, et des interventions des habitants bruts. Pour Villerusse, ce sera la même actrice, donc Hélène Gaudy, qui va, elle, du coup, travailler à Villerusse sur ce passé sidérurgique, c'est toujours de la fiction documentaire, et la grande époque sidérurgique de cette ville, très particulière. Et donc là, finalement, elle a suivi, parce qu'on a rencontré plein de gens, il y avait plein d'axes possibles, mais elle a suivi le fil de la photo, parce qu'il y a énormément de gens qui ont encore des photos de famille anciennes, au tournant de cette fin de sa vie. Elle vient dans ce village, sous un rocher qui existe encore, il y a une petite grotte, elle se pose là et elle attend de se faire ensevelir. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se passe.
Et en même temps, ça se passe dans le Minette Park. Donc le Minette Park, c'est un peu ce parc touristique autour de l'extraction de minerais, des hauts fourneaux, etc., de toute cette zone du sud du Luxembourg. Et donc, notamment le directeur de ce parc a fait une visite avec Steve, et il a eu une explication hyper détaillée du procédé de minage. Et donc son idée à Steve, pour vraiment ancrer du coup son histoire sur le territoire, c'est que cette légende, c'est le point de départ. Il découpe en un certain nombre d'épisodes qu'on va vivre là où ils se sont passés, on peut supposer que ça se soit passé, dans la forêt, puis jusqu'à cette grotte dont je vous parlais, où il y a la fin. Et à chaque fois, vous aurez une variation de ce texte. Vous aurez soit l'histoire simple, soit une variation. Et ces variations, en fait, il a réutilisé ce qu'il a découvert sur le procédé de minage. Donc, découverte, on découvre un endroit, on creuse, on le sécurise, on l'assombrit, on explose la pierre, etc. C'est le principe de minage, jusqu'à l'abandon. Et lui, il fait la même chose avec le texte. C'est-à-dire, il va creuser le texte, il va l'assombrir, il va l'exploser, etc., etc. Donc un exercice de style qui vous permettra de faire 10 fois la même histoire. 10 fois, vous aurez une version différente. Ça, c'est donc ce qui se passe là. Et Eric Holm, qui est un artiste américain, je parle un peu moins des musiciens, qui sont pourtant vraiment tous super. C'est juste qu'ils ont, pour le coup, autant on a fait des démarches variées sur la littérature, parce que c'est quelque chose de nouveau dans ce qu'on fait. Autant sur le son, on met vraiment en valeur tous ces musiciens qui utilisent l'enregistrement de terrain et qui le transforment pour en faire de la musique ou voilà, d'une manière différente. Pour certains, ça reste très documentaire, pour d'autres, c'est très traité, c'est très différent. Donc, Eric, chez lui, c'est très travaillé et c'est le genre de gars qui, pour un disque, va en Arctique, au nord de la Finlande, sur des pylônes électriques, parce qu'il y a des voltages impressionnants qui passent à cet endroit-là et du silence absolu, qui enregistre juste le grésillement électromagnétique et qui fait tout un disque avec ça. Et c'est un super disque. donc voilà, ça c'est un peu ce que fait Eric. À Keil, le binôme, là je ne vais pas pouvoir en parler trop sur le côté médiation encore, puisque leur résidence se déroule la semaine prochaine. Mais en tout cas, elles vont travailler dans un endroit étonnant, c'est une mine à ciel ouvert, une ancienne mine de fer, et donc vous avez une terre très rouge, et donc par endroits on pourrait croire qu'on est sur Mars, et comme Luvan est une auteure de science-fiction, entre autres talents, on va se retrouver dans ces univers-là. Et à un moment, sur la partie terrestre, on va dire, elle veut travailler sur les questions de synesthésie et de troubles sensoriels. Enfin, ça va être assez fun. Odin-le-Tiche, c'est une autre manière encore, là, comme vous avez entendu tout à l'heure, on aime bien aussi s'adresser au jeune public. Donc Odin-le-Tiche, déjà, c'était pas du tout prévu dans le projet de départ, on avait prévu de faire quelque chose à Redange, et en fait, un habitant nous a fait découvrir cet endroit génial, qui est une petite colline, et du coup, ça a changé la configuration du projet. Et c'est une colline, c'est le point culminant de cette zone, à 485 mètres, et cette colline est creusée depuis l'Antiquité pour y trouver du fer. Et donc, vous avez partout des trous, petits, grands, qui ont été recolonisés par la végétation. Donc, c'était un endroit intéressant. Et du coup, Mathieu Hebb, qui est conteur, va travailler sur ces questions un peu de la chasse au trésor depuis l'Antiquité. Pourquoi on creuse, qu'est-ce qu'on peut bien y trouver. Et il a trouvé des choses avec une déesse qui se balade sur un char à 7 serpents et qui balance des morceaux d'étoiles. C'est peut-être ces morceaux d'étoiles qu'on cherche. Et ça reboucle avec le dernier conte, c'est un conte contemporain qui a été fait justement en rapport avec le groupe de réfugiés. Et donc c'est un réfugié qui va sur cette colline pour chercher cette poussière d'étoiles, qui lui donnera l'amour, qui elle est restée de l'autre côté de la Méditerranée, voilà, ce genre de choses. Et en même temps, pour attraper ces histoires, on le fait vraiment comme une chasse au trésor. On s'adresse aux petits, ils vont chercher eux-mêmes une poussière d'étoiles, puisque tous ces gens ne l'ont jamais trouvée, donc peut-être que vous la trouverez. Voilà. Et vous pourrez la donner à ce jeune homme éperdument amoureux.
Et enfin, à Thiel, alors à Thiel, là c'est le maire du village qui a accueilli l'artiste, qui était hyper emballé, qui a regroupé autour de lui un petit groupe, un historien, un gardien de mine, etc. Parce que il était vraiment très content que Marina fasse ce travail. Donc il y a un camp de concentration à Thiel, c'est une annexe du Struthof, c'est peu connu, mais c'est le cas. C'était le seul camp en zone libre, puisque c'était en zone libre. Et il n'en reste quasiment plus rien, à part le four crématoire, qui est devenu un monument à la paix autour. Mais du camp, les baraquements, tout ça, il n'y a absolument plus rien. Et à la fois Marina et Jacob travaillent sur ces lieux où il s'est passé des choses invraisemblables et où il ne reste plus rien. Jacob a par exemple travaillé sur la forêt de Tchernobyl, Marina a été travaillé sur le site d'un goulag en Russie, mais où il n'y a pareil, il n'y a plus rien. Et donc ils étaient intéressés par ça, et là ça tombe plutôt bien puisque en dessous du camp, il y avait une mine et les nazis ont utilisé cette mine pour faire une base secrète pour fabriquer des missiles V1. Comme ils ont heureusement commencé qu'en 1944, ça n'aboutira jamais. Et au moment de la libération, il y a toute une histoire autour d'un bataillon de femmes résistantes russes, Marina est russe, et du coup, elle va tisser autour de ces histoires particulières. Et Marina, en fait, est poète, et elle a une poésie faussement naïve, donc on dirait un enfant qui décrit. Bon, c'est un peu mieux écrit qu'un enfant, mais vraiment, il y a ce regard très naïf pour revenir au cœur des choses sans l'emballage, sans la bien-pensance, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi je vous raconte tout ça déjà parce que c'est des histoires qui sont chouettes, en fait, moi je trouve intéressantes, mais aussi pour montrer que cette mixité dont je parlais tout à l'heure permet de faire des projets qui ne sont pas ciblés sur un aspect très précis où tout le monde va faire la même chose sur je ne sais quoi. Là, chaque auteur a pu puiser dans cette énorme ressource, puisqu'on a des centaines d'heures d'entretien, on a des documents à foison, suivant un axe. J'ai oublié Belval, pardon. À Belval, il y a Sébastien, en fait, par l'entremise du Lysère, dont je parlais tout à l'heure. Belval, c'est un quartier, c'est un nouveau quartier d'affaires, de recherche. Donc, il y a les universités, les centres de recherche et les startups. Et du coup, grâce à ce centre de recherche, il a pu rencontrer les start-upers en pointe, les entreprises en pointe sur des questions technologiques. Parce que lui, son récit va se passer dans un futur lointain, quand, après une catastrophe numérique, où de nouvelles entreprises utilisent les données fossiles de notre temps pour créer une énergie illimitée, vertueuse, etc. Ça, c'est l'idée, on visite la première couche, c'est-à-dire cette communication d'entreprise qui vous explique que le monde est formidable grâce à cette technique. Et petit à petit, pour différentes raisons, on accède à de nouvelles réalités et on va découvrir derrière cet empire ce qui se passe vraiment et comment il crée cette énergie, etc. Et donc, il y a toute une déconstruction du discours de l'innovation, etc. Mais pour pouvoir faire ça, il fallait qu'il soit solide sur les questions d'innovation et donc il a pu rencontrer un peu les personnes qui travaillent sur les techniques informatiques les plus avancées du moment, etc. Voilà, et donc, ça vient étayer ce que je disais sur cette mixité, on va avoir des axes très sur les habitants, sur l'histoire, sur les technologies de pointe, et le fait d'avoir à la fois des institutions, des entreprises et des habitants, ça donne cette richesse et cette diversité. Voilà. Donc ça, c'est extraordinaire pour la création, mais c'est aussi très important et très efficient pour un territoire, puisque tous ces gens vont se croiser, n'ont pas l'habitude de se croiser, et il y a des dynamiques qui se créent tout au long du processus. Et ça, c'est des retours qu'on a pour l'instant déjà, effectivement. Par exemple, le week-end dernier à Musica, il y a une habitante qui s'est levée pour témoigner de l'intérêt de ce genre de démarche pour se croiser. Et en fait, ça fait de manière très naturelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'inventer un grand symposium ou quelque chose, c'est juste on embarque avec nous
des gens qui sont intéressés par la création artistique, qui ont envie de voir ce que ça va donner, cette histoire de livre dont vous êtes le héros. Alors certains vont être plus branchés par l'un ou par l'autre, mais en tout cas, c'est pas du tout artificiel, c'est des gens qui suivent ce projet et du coup qui se croisent tout à fait naturellement. Alors les autres bénéfices pour le territoire, au-delà de cette émulation créative et de cette émulation sociale finalement, c'est l'attractivité, puisque le projet final étant pérenne, on peut capitaliser dessus pour faire découvrir son territoire d'une manière tout à fait originale et riche, puisque tout ça est très documenté, donc c'est une manière de découvrir en profondeur un territoire rapidement et de manière, on l'espère, agréable. Vous avez la question de la valorisation du territoire aussi, puisque il y a une certaine fierté qui se dégage des habitants, surtout les piliers, de pouvoir partager ces choses-là. Et comme le disait cette personne à Musica, que les autres habitants du quartier découvrent plein d'informations qu'ils n'avaient pas, puisqu'on n'a pas forcément la connaissance de son voisin. Et d'avoir un regard un peu nouveau sur l'endroit où on vit. Et pour certains endroits, c'est crucial. Le port du Rhin étant en pleine mutation, c'est important. Et voilà, cette question de la connaissance, parce qu'on va apprendre plein de choses sur son lieu de vie grâce à ses voisins, et aussi grâce au travail des artistes qui vont creuser des points historiques, etc. Et comme le soulignait l'autrice le week-end dernier, elle connaît maintenant mieux le port du Rhin que Montreuil où elle habite. Donc voilà, c'est aussi une manière de partager une connaissance qu'on n'a pas forcément sur le lieu où on vit soi-même. Et bien sûr, la création de liens, la sensation que tout est connecté sur un territoire, que toutes ces institutions, tous ces gens voilà, ont quelque part un lien avec les autres. Et ça, c'est finalement le plus important. Et la redécouverte du territoire, même si c'est une formule hyper éculée, mais d'avoir le re entre parenthèses, c'est que ça s'adresse pas à celui qui vient visiter, mais ça s'adresse surtout et avant tout aux personnes qui y habitent, qui pourront justement en profiter de manière pérenne. Et donc, voilà. Ça, c'est un peu pour ce projet. Je signale juste au passage que du coup, on a créé aussi ça s'appelle le manager, tout un outil informatique qui permet aux auteurs, on peut inviter des auteurs du coup à faire eux-mêmes leur parcours sans connaissance informatique, en faisant 3 clics et voilà à peu près. Donc ça c'est actuellement on l'utilise nous en interne pour tout ce qu'on fait. Et on est en train d'expérimenter sur le territoire d'Esch 2022 avec 5 porteurs de projets qui avaient été sélectionnés par la Capitale européenne de la culture. Et on leur laisse l'accès au manager pour voir si ça se prend effectivement bien en main, si c'est simple, ce qu'on peut améliorer, etc. Voilà. Et je terminerai évidemment par les classiques remerciements. Tout d'abord à tous les habitants qui nous accompagnent, tous les partenaires. Et pour ne pas vous faire une longue liste à l'après-vert, ils sont là, tous les partenaires institutionnels, etc. pour ce projet-là. Et un mot supplémentaire pour tous ceux qui nous ont accompagnés avant, tous les lieux d'accueil. Et bien sûr, Accro, puisqu'on est lauréat Tangoscan pour cette application, qu'on a fait écho avec eux et qui nous ont invités aujourd'hui. Donc, merci. Voilà pour moi. Si vous avez des questions. Est-ce que ça a donné une meilleure image du quartier? C'est ce qu'on a mis de croire, c'est ce que disait l'habitante en question. Maintenant, c'est un peu frais. On l'a inauguré ce week-end. On espère trouver une solution pour relancer cette dynamique après le festival musical, parce que pendant le festival, il y aura des gens qui vont le visiter, mais je voudrais que ça continue. Et du coup, oui, c'est voilà, une découverte. On m'a dit pas plus tard que ce matin, c'est une manière de découvrir, même en tant que Strasbourgeois, un quartier qu'on ne connaît pas forcément, et de le voir d'un autre point de vue, parce qu'en général, soit on connaît le Bordouin comme zone industrielle,
industriel, soit on connaît le port du Havre, c'est très bien. Comme ça. Et en fait, c'est le plus grand quartier de la ville, c'est extrêmement riche, il y a aussi toute une réserve naturelle, une forêt, on a fait des enregistrements à l'aube, une biodiversité incroyable, enfin, c'est un quartier étonnant, ici passe plein de choses. OVH, c'était aussi une chose qui montre ça, c'est le centre du monde, c'est aussi une zone portuaire, et c'est toutes ces histoires de gens. L'histoire du char, que j'ai découvert, parce que ce char, je le vois depuis gamin, mais je ne savais pas ce qu'il représentait, etc. etc. Donc oui, j'espère. En tout cas, pour ceux qui le feront, je pense que... Et puis on y découvre les gens qui l'habitent, et ça, c'est toujours chouette. Vous, j'allais vous poser la question de la diffusion. Oui. Est-ce que vous travaillez avec des ingénieurs, des spécialistes d'objets physiques pour un beaucoup d'infos? Non, alors oui et non. C'est-à-dire que le projet tel qu'il est là, c'est de l'application smartphone, c'est au casque. On est en train de travailler dans les... Mais ça, ce sera à moyen terme sur les questions plutôt d'espace sonore, une sorte d'imitation de 3D au casque. Voilà. L'objet, il y a certains projets que j'ai écrits où c'est le cas. Alors pour un endroit, on propose qu'il y ait des objets et qui rentrent en résonance avec ce parcours, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et c'est très complexe parce que du coup, c'est de l'installation dans l'espace public, etc. Mais on a une bonne expertise de ces questions de diffusion sonore. Et du coup, quand on peut, on le fait. Par exemple, là, on l'a proposé, on n'a pas gagné cet appel à projet, mais on l'avait proposé, qui est tout autour de l'intrigue, il y avait des objets un peu étranges, et que du coup, ces objets deviennent des sculptures pérennes dans l'espace public, faites par des artistes, et qu'à certains endroits, il y a des petites boîtes sonores, ou des douches, ou des choses comme ça, qui délivrent un contenu supplémentaire. Cette fois-là, ça n'a pas marché, ça marchera ailleurs à un autre moment. Mais en tout cas, le projet vraiment est centré sur cette question de pouvoir y aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc sans complexité. On prend son téléphone, on met son casque, on y va. Ouais. 97% de la population est couverte aujourd'hui par le smartphone, c'est un choix, ouais. Mais il y a assez peu de vecteurs d'art et de culture qui touchent 97% des gens. Donc ça, c'est vraiment un argument que j'entends, hein, et je comprends que certaines personnes soient réfractaires au smartphone, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé de meilleur outil pour toucher autant de monde. Sachant que nous, on n'est pas là pour faire une apologie technologique ou quoi, c'est vraiment pas la question. C'est juste un support pour des œuvres d'art et pour que ces œuvres d'art rencontrent le public. Et à ce jour, si vous me trouvez quelque chose qui permet d'être accessible 24 heures sur 24 gratuitement pour 97% de la population, je suis tout oui. Oui. Alors il y a différentes problématiques. Il se trouve que par ailleurs je suis artiste sonore, je fais des installations et sculptures en espace public. Vous allez avoir des problèmes de voisinage très vite. Quand c'est sur un temps court, ça va. Donc quand c'est de l'événementiel, une semaine, un mois, mais bon, la plupart du temps, vraiment, vous allez avoir des problèmes. Du coup, il y a différentes choses qu'on travaille. Vous avez les douches ultradirectionnelles, les haut-parleurs à ultrasons qui font rebondir ces ultrasons sur un objet, et du coup, vous avez quelque chose de très... Mais c'est hors de prix. C'est extrêmement complexe, et si c'est vandalisé, c'est vraiment problématique. Et du coup, nous, en tout cas, on est en train de travailler sur la conduction osseuse, c'est-à-dire vous avez des objets où vous allez par exemple poser vos coudes, vous mettez les mains derrière l'oreille sur cet os là, vous bouchez et en fait par vibration vous entendez, mais dans l'espace on n'entend rien. Donc ça permet de faire des choses comme ça. Mais c'est très cher, c'est pas pérenne parce qu'il faut que ce soit accessible, donc la nuit si quelqu'un casse, etc., c'est complexe, alors que le virtuel, pour l'instant en tout cas, c'est notre meilleure solution.
Par contre, sur des questions effectivement d'événementiel ou autre, la conduction osseuse, c'est quelque chose qu'on essaye de vraiment pousser. Après, c'est une histoire de moyens, de possibilités. C'est aussi, si c'est pour des événementiels à peu de personnes, chacun veut bien attendre, mais si vous avez 3000 personnes qui arrivent et c'est chacun son tour, c'est compliqué. Voilà. Bien sûr. L'art visuel est mis en valeur avec oui. l'art sonore. Oui. On voit Christo à ouais. Visuellement, c'est un peu ça à tout le monde. Le bruit des voitures, des motos. Pourquoi est-ce que, pourquoi l'art sonore n'a pas sa place au moment de l'art visuel? Alors, c'est une excellente question à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, puisque c'est vraiment le cœur de notre projet. Je sais qu'on a eu par exemple des problèmes invraisemblables. L'année dernière, on a fait la musique du spectacle à la cathédrale. On a amené la musique électroacoustique dans cet événement-là, on était très contents de ça. C'est 3 fois 12 minutes dans la journée, c'est-à-dire que c'était rien du tout. Et au bout de 3 jours, on a eu tout un tas de gens sur le dos, alors qu'au final, ça fait moins de bruit que... Quand j'ai installé pour l'Industrie Magnifique sur la place du marché aux poissons, on n'entendait plus rien dès qu'il y avait un bateau-mouche qui passait. À 5 h du matin, on vide les bouteilles sous la fenêtre des gens. Et c'est des bruits qui sont acceptés, alors que là, c'est quelque chose qu'on vient surajouter. Du coup, ça irrite des personnes. Pareil, je peux comprendre, ça dépend vraiment de la situation. Si on est juste au-dessus du truc, bon. Voilà. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et c'est une tendance assez lourde, même sur des choses événementielles comme la cathédrale, où on se dit, bon, voilà. Mais ça, j'ai vraiment pas de réponse. Il faudrait demander aux gens qui râlent. Pour... Cette question-là, c'était surtout généralement le centre de la vue avec de place. Oui. On est dans une civilisation de l'image, ça c'est certain. Enfin, là, on est vraiment en plein dedans. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore prendre le contre-pied et ne pas mettre d'image. Par exemple, dans ces projets, on m'a demandé 1000 fois, mais on pourrait ajouter de la réalité augmentée, etc. Oui, on pourrait, mais non, j'ai pas du tout envie. On fait du son, vous mettez le son sur les oreilles et l'image, vous la faites tout seul. Voilà. Il y a déjà tout ce qu'il y a dans l'espace public à voir, ça suffit amplement. Vous verrez si vous faites un des parcours, vous êtes au port du Rhin, il y a bien assez de choses à voir pour pas surimprimer de la réalité augmentée, etc. Pour ce projet-là, je ne dis pas que la réalité augmentée n'a pas d'intérêt pour plein d'autres projets. Et nous, c'est vraiment, voilà. J'ai aussi arrêté de faire des concerts avec vidéo. Je fais des concerts dans le noir, voilà, parce que c'est un choix. Et on en a assez des images. On peut se plonger dans le son d'une autre manière. En tout cas, évidemment, moi, c'est mon domaine, donc je suis très content de ça. Après, je suis aussi ravi de voir des images quand c'est bien fait. C'est juste des expériences différentes. Oui. Le son après, avec le son de la nature, l'image qu'on se fait est très différente de chaque année. Oui. Je pense que le projet est très fort dans cette dimension. Oui, ça c'est vraiment un truc. Moi, voilà, c'est effectivement la théorie, la création radiophonique, on est chez soi et c'est la tête qui fabrique. Et là, c'est la même chose. Il y a quand même un décor, donc on est un peu plus visuel, il y a un décor réel. Et voilà, par exemple, ce qu'on a fait à Thionville, qui était le premier de la série de films, c'est dans 3000 ans, il y a plus de ruines, la nature a repris le dessus, les rares humains ont eu des mutations et donc peuvent voler sous l'eau par les rayonnements dans un délire total. Donc le décor, c'est vraiment de retrouver, d'essayer d'imaginer, etc. Mais oui, c'est l'imagination. Et ce que je disais pour nous autres, le tout premier, moi, ça c'est quelque chose que j'adore dans la manière de créer, c'est que votre imaginaire est un acteur de la création. Ce que fait David Leitch au cinéma, il propose plein d'images, il dit que ça n'a aucun sens, et bien sûr, depuis 15 ans sur Internet, on discute du sens de Silencio à cet endroit précis du film. Mais en vrai, c'est vous qui vous faites l'histoire, et je trouve ça vraiment génial, et c'est quelque chose qu'on a un plaisir à développer dans tous ces projets.
vous êtes un des acteurs de la création et c'est votre propre imaginaire qui prend le relais de ce qu'on vous propose. Je vais qu'on est suralimenter le fromage, je trouve que c'est très bien, c'est souvent qu'on peut faire. Et de pouvoir, avec toutes les images dont on est monte, de pouvoir se construire. Oui, c'est complémentaire. C'est C'est complémentaire et puis ça amène des expériences différentes. Après, l'autre question, c'était les créations artistiques. On a parlé de différents publics. Et à la fin, l'objectif, c'était de ramener quand même petit à petit dans des musées, dans des créations autres, pour leur faciliter l'accès ou pas. Ça, c'est le rôle du musée. Moi, ça me tient à cœur parce que rencontrer l'art, ça a changé ma vie, donc c'est quelque chose qui est important. Mais c'est pas mon travail précis. Moi, je crois vraiment que ça y contribue, mais pas d'une manière directe. C'est-à-dire qu'on rencontre un objet artistique, s'il nous parle, il se passe quelque chose et on a envie d'aller plus loin. Et après, c'est une rencontre de chacun, d'une manière différente, à un moment différent. Voilà, je ne crois pas un moment qui m'a amené, j'étais au collège, je connaissais rien du tout. À l'opéra, j'ai découvert un objet, je ne peux pas dire que j'ai aimé, c'était Fledermaus de Strauss, dont la première approche c'est un peu âpre, mais je me suis dit, c'est quelque chose cette chose. Et petit à petit, j'en ai découvert d'autres et j'en ai fait mon métier. Donc je crois vraiment à cette rencontre. Je ne crois pas à la chose trop forte. C'est tout l'équilibre qu'il faut trouver, c'est-à-dire c'est extrêmement complexe et évidemment le politique va vouloir des résultats tangibles dans les points prioritaires de sa politique, et je l'entends tout à fait, mais c'est plus complexe que ça. Et du coup, l'impact, c'est toute la question de l'impact quantitatif-qualitatif. Comme on est beaucoup dans le quantitatif dans le monde dans lequel on vit, les résultats sont souvent mauvais, mais on essaie de faire du qualitatif et j'ai aucune idée de résultat. Je ne sais pas. J'espère. J'espère, parce que moi j'aime bien le musée, donc il y a forcément d'autres gens qui vont aider à le musée. Oui. Une question plus récemment sur la méthodologie de travail et un peu le business model aussi, c'est-à-dire est-ce que vous, finalement, c'est une boîte de production, les ensembles de est-ce que vous avez plus une démarche artistique, en fait, vous savez déjà de quel thème vous voulez traiter, où est-ce que vous voulez aller, et en fait là-dessus, dès qu'il va y avoir un appel à projet ou un appel d'offres, vous allez avoir déjà un peu les thématiques sur lesquelles vous voulez répondre et sélectionner cet appel d'offres et dire ok, je veux répondre là-dessus. Et en fait, moi je suis en train de défendre ce truc-là, et à chaque fois je vais biaiser l'appel d'offres et faire en sorte de réussir à tirer le du jeu. Ou est-ce que vous y allez vraiment en disant non, non, en fait, je vais répondre à l'appel d'offres, et puis après je vais voir vers où ça va m'amener? Non. La rencontre d'un territoire peut modifier l'œuvre, la rencontre d'un appel d'offres jamais. On l'a eu fait quand on était moins solide et qu'il fallait bouffer, pour dire les choses simplement. C'est jamais bon. Vaut mieux trouver un appel d'offres qui répond à ce qu'on a vraiment envie de faire, quitte à devoir effectivement changer le vocabulaire et faire en sorte que ça aille dans les clous. Faire quelques concessions peut-être en dehors du travail artistique, sur les contreparties à offrir, ou ce genre de choses, sur l'aspect autour, mais sur la création, enfin ça c'est un avis, c'est aussi facile à ma place aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'en mange, donc je peux me permettre ça. Mais du coup, vous m'avez posé la question par rapport à la création. Par rapport à la création, c'est jamais bon de tordre le projet pour répondre. Après, si on a besoin de bouffer, il faut répondre. Voilà, si on sait qu'on a une chance de l'avoir pour X raison et qu'on est pertinent, oui. Mais tant que faire se peut, il y a énormément d'appels à projets, le monde est grand, on peut trouver un appel qui correspond à ces aspirations-là. Il vaut mieux ensuite travailler toute la technique de production pour que ça colle plutôt que de modifier le projet. Mais ça, c'est un avis de ma propre expérience. Après, d'autres vous diront